les enquêteurs de Newsweek ont rencontré plusieurs représentants anonymes, bien sûr, de l'SCIA. Alors, la première, alors est-ce que c'est une surprise? Vous allez me dire, vous débarquez, vous venez de la Lune, Elisabeth, je ne sais pas. Mais on mesure le degré de l'importance du pacte qui a été conclu entre Washington et Moscou, préalablement même au début de la guerre. On nous explique que d'abord, Washington et Moscou ont des décennies d'expériences communes, de relations clandestines, et que sur la base de ce maillage, enfin de cette relation très, très construite, eh bien, un pacte a été conclu. Je vous lis la citation. « Même si la Russie a envahi, les deux pays ont pu accepter des règles de conduite éprouvées. Les États-Unis ne se battraient pas directement ni ne chercheraient à changer de régime », a promis l'administration Biden. La Russie limiterait son assaut à l'Ukraine et agirait conformément à des directives non déclarées, mais bien comprises pour les opérations secrètes. Bon, c'est un français un peu heurté, mais c'est la traduction. Ce qu'on comprend, c'est que les deux parties, Washington et Moscou, avaient dit voilà dans quel cadre va se situer votre volonté d'envahir l'Ukraine. Donc, si, hypothèse, si l'Ukraine n'avait pas résisté comme elle avait résisté, si Moscou n'avait pas montré les faiblesses qu'elle a montrées au début de l'opération militaire, eh bien les États-Unis auraient laissé faire. C'est ce qu'on croit comprendre dans ce pacte. Moi, je trouve ça très troublant. Est-ce que je suis claire? Oui, on a deux parties qui disent, bon, tu veux envahir l'Ukraine, je ne peux pas t'en empêcher, alors tu le fais. Mais attention à ne pas nous embêter. C'est comme ça que je traduis, pardon, c'est un peu rustique. Ce qui est logique, c'est que les deux pays, l'un ayant 6000 têtes nucléaires, l'autre un peu plus de 5000, se parlent pour s'assurer des règles du jeu. Et c'est ce qui s'est toujours fait. C'est ce qui s'est fait à l'époque de la guerre froide, c'est ce qui s'est fait après la guerre froide. Et là, dans la mesure où il pouvait y avoir un risque, en effet, de conflit entre la Russie et l'Ukraine, bien que la Russie dit on n'ira pas, on n'enverra pas nos troupes en Ukraine, eh bien, à tout hasard, Monsieur Burns, ancien ambassadeur à Moscou, patron de la CIA, s'est assuré des règles du jeu avec ses homologues russes, c'est-à-dire avec le SVR et probablement avec Patrouchev, parce que le SVR ne suffit pas pour une opération de ce genre. Le SVR, c'est le renseignement extérieur. Donc, il s'est assuré de respect des règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est pas touche au nucléaire. C'est aussi simple que ça. Oui. Et c'est logique. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais à l'époque, il n'était pas question que l'armée russe entre en Ukraine, puisque tous les responsables russes disaient on vous jure qu'on ne le fera pas. Ils l'ont su, la CIA, puisqu'ils nous l'ont même dit qu'ils allaient le faire. Ils l'ont su à un moment. Oui, mais à ce moment-là, ils l'ont su parce que, en fait, Burns, on raconte très bien cette histoire, va à Moscou. Poutine est à Sochi, il lui fait un numéro de claquette en restant à Sochi, accepte de le prendre au téléphone, mais il refuse de le rencontrer. Et là, Poutine lui dit on va y aller. Donc, les Américains, et c'est bien sûr, et donc c'est intéressant parce qu'en fait la source américaine c'était Poutine. Donc oui, parce que donc il y a eu un coup de fil entre Poutine et Burns, le patron de la CIA, et Poutine lui a dit je vais y aller. Et alors attention, c'est là que c'est pas un pacte. Faut faire attention à ça. C'est pas que les Américains l'ont dit ne le faites pas, on vous laissera pas faire. C'est pas ça. Ils leur ont pas dit allez-y, faites-le. Ils se sont dit attention. Non. En fait, c'est à ça que servent. Alors là, je parle sous le contrôle de l'ambassadeur. Alors les ambassadeurs et les diplomates ont un rôle qui est les relations officielles. Les services ouvrent des canaux pour ce genre de choses-là, parce que leur rôle est de s'assurer ce qu'on appelle la stabilité stratégique, particulièrement pour les 5 pays membres du Conseil de sécurité et dotés d'armes nucléaires, qui est de s'assurer, alors ça c'est vraiment spécifique à ces 5-là, mais c'est obligatoire quand vous avez des armes nucléaires, et c'est ça que les autres pays ont du mal à comprendre, et c'est pour ça que des fois il y a un peu de tension sur les stratégies, mais quand vous êtes membre du cercle très fermé des détenteurs de l'arme nucléaire, vous assurez de cadres des conflits qui se déclenchent, dont déclenchés surtout par des membres qui sont dotés de 6000 têtes. Donc, là, ils ont mis le cadre. Le cadre est celui qui a été posé et par Moscou, et c'est pas qu'ils ont passé un pacte, c'est qu'ils se sont assurés que ça serait ce qu'on appelle un conflit local, du point de vue des Russes, localisé, certes, sous le seuil du nucléaire. Et que sous le seuil du nucléaire, ça voulait dire aussi des règles de non-intervention directe de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de... Pourquoi cet article sort maintenant ? Le message de cet article, qui est validé
parce que les gens ont parlé à des gens de la CIA, c'est de dire les opérations clandestines menées en ce moment par l'Ukraine dans la profondeur du territoire russe ne sont pas validées par la CIA, ne sont pas validées par les États-Unis. Nous ne sommes pas au courant de ces opérations qui sont des opérations ukrainiennes et dont ils ne nous ont pas mis au courant. C'est ça qu'ils veulent c'est le dire. pont de Kerch, ça c'est toutes les opérations c'est pour ça qu'il y a qui n'ont pas été approuvées par les C'est Américains. pour redire aux Russes, notre cadre existe. Il y a un message nous dans le n'avons pas papier. rompu ce cadre. Regardez ce que dit aussi Bertrand, un haut responsable du renseignement de la défense, qui cite en réalité l'intention de la CIA. Ne sous-estimez pas la priorité de l'administration Biden de protéger les Américains et de rassurer la Russie sur le fait qu'elle n'a pas besoin d'escalader. Donc il y a quand même un mano à mano entre Washington et Moscou pour les raisons que vous avez dites. Donc elles aident quand même l'Ukraine. Les États-Unis aident l'Ukraine, mais s'assurent que ça ne va pas déraper. Oui, c'est un jeu qui s'effectue sur plusieurs plans et plusieurs niveaux. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qui a été mis en place avec la codification de la bipolarité dès le temps de la guerre froide. On n'est plus sous la guerre froide, mais les fondamentaux demeurent, c'est-à-dire effectivement, j'avais fait un livre en 2011 qui s'appelait « La diplomatie de connivence », c'est ça. C'est-à-dire il y a un niveau auquel on s'entend pour ne jamais accéder. C'est effectivement ce qui serait le conflit nucléaire. À partir de là, vous avez différents niveaux possibles. Vous avez effectivement la compétition entre la Russie et les États-Unis qui demeure, qui a été brouillée par la chute du mur. Et c'est là toute l'ambiguïté actuelle. C'est-à-dire, ce code très clair a été brouillé par la chute du mur et n'a été jamais remplacé par un autre code. Et puis, il y a un troisième niveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis la guerre froide, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau aux États-Unis, c'est une politique étrangère qui n'est plus interventionniste du tout. C'est-à-dire que vous avez un non-interventionnisme américain de connivence, c'est-à-dire on n'interviendra pas pour ne pas entrer directement en conflit avec vous, et puis il y a un non-interventionnisme, je dirais, d'opinion publique, qui est surtout respecter une opinion publique qui ne veut pas porter le fardeau de toutes ces interventions en Irak, en Syrie, etc. Et c'est ces deux éléments qui se combinent, qui probablement ont conforté Poutine, et c'est ça quand même qu'il faut ajouter, c'est-à-dire que Poutine a mesuré à quel point la rencontre de ces deux non-interventionnismes américains lui était favorable, et lui laissait carte blanche, en fait. Dans les limites de la règle posée par les Américains. Oui, mais cette limite, elle contraint beaucoup plus les États-Unis que la Russie. C'est ce que j'ai déjà dit ici. La fameuse ligne rouge, c'est Poutine qui la trace, c'est pas les Américains. Biden, dès qu'il peut, il dit mais de toute façon, pas un soldat américain sur le sol ukrainien. Il l'a dit. Mais en revanche, il y a des agents de la CIA en Ukraine. Hein. Waouh. Bah oui. D'après ce qu'on comprend, alors je sais pas à combien, mais c'est vrai qu'ils sont assez nombreux. Ils font... pardon ? Ils disent moins d'une centaine dans la... Voilà, mais moins d'une centaine, c'est peut-être presque une centaine, quand même. Et alors, c'est la CIA. Hein. Et alors ? C'est en Ukraine. La CIA, c'est massif. Non, donc 100 pour la CIA, c'est pas énorme, mais c'est important. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que pas mal. Vous voyez bien que... C'est impressionnant de savoir qu'il y a presque 100 agents de la CIA quand même présents en Ukraine. C'est pas beaucoup par rapport au contingent de la CIA, mais ça représente quand même une centaine de personnes. Il y a tout ce qu'il y a autour, parce qu'ils sont même il y en a en Russie. On ne peut pas exclure ça. Et d'ailleurs, en 2017, on se rappelle très bien qu'il y avait un employé de l'administration du président qui entrait tous les jours dans le bureau de Poutine, qui était agent de la CIA, qui était exfiltré en 2017 avec toute sa famille en Monténégro. Et après, il s'est retrouvé dans une grande maison près de Washington. Mais que Trump ait failli lâcher son nom dans une réunion avec Poutine. C'est ça, exactement. Ouais. Donc le fait qu'il y a les communications, à mon avis, c'est normal. Il y en avait depuis 1962. On se rappelle de la crise de missiles de Cuba. Mais je veux dire qu'ici, on ne peut pas parler de pacte. On peut parler des messages qui sont transmis dans deux sens. Et après, est-ce que chaque côté croit dans ces messages? Comment ils les reçoivent? Est-ce que ça a quelques garanties? Moi, je crois pas. En tout cas, on y reviendra parce que ce papier est passionnant. Merci infiniment de nous avoir accompagnés depuis 9h. Claude Lanchemaison, Bertrand Badi, Maître Badi, Didier François et Vera Grandseva.